arrivé il y a 3 jours et j'avais promis à la population que je devais recevoir toutes les couches de la population de Butembo. Et depuis ces 3 jours, je ne fais que recevoir les gens. Aujourd'hui, j'ai reçu la société civile, les mouvements citoyens, ce qui s'appelle groupe de pression, les étudiants. J'ai reçu même certains représentants des groupes armés qui sont venus me voir pour discuter des questions de sécurité et surtout pour essayer de dissiper certains malentendus qui sont liés aux derniers événements qui sont passés à la ville de Butembo. J'ai donc récolté l'ensemble de leurs desiderata que je vais collecter pour présenter au Premier ministre et au Président de la République afin qu'ensemble on puisse voir dans quelle mesure nous pouvons régler ces autres problèmes qui continuent à se poser avec acuité à la ville de Butembo et aux avions. Alors je vous ai appelé pour que, je sais que vous avez beaucoup de questions qui nous concernent dans ma mission, pour que vous puissiez les poser et que je puisse vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous avez posé des questions qui sont liées aux universités et une question liée à la sécurité. Je vais commencer par la sécurité. J'ai rencontré certains groupes et ils ont dit qu'ils ont vraiment bien saisi mon message. Ils m'ont dit qu'eux-mêmes étaient inquiets du fait qu'ils attaquaient régulièrement les positions de l'armée, alors que dans la logique où leur naissance, ou l'essence de leur existence consiste à protéger la population, ils ont émis le vœu de pouvoir collaborer avec l'État congolais, de rejoindre le processus DDRRC, et surtout, ils ont dit qu'ils ont des combattants qui sont prêts, si l'État les demande, qui sont prêts à s'engager au sein de l'armée pour défendre la République. Et donc je crois que, en tout cas, les groupes que j'ai rencontrés sont très positifs et aimeraient participer effectivement à cet effort collectif de sécurisation de la République démocratique du Congo. Et donc je vais continuer à encourager les autres à pouvoir nous rejoindre pour que nous puissions établir des contacts utiles afin de réduire cette insécurité qui a pris de l'ampleur à la suite des attaques répétitives des groupes armés contre les positions de l'FARDC. Alors vous avez posé 3 petites questions, 3 sous-questions qui concernent les universités. La première question, vous avez parlé de la fermeture des facultés de médecine que nous avons pu effectuer. Je voudrais vous dire que cela ne s'est pas fait au hasard. Il y a eu un travail qui a été fait par les équipes de l'ordre des médecins et les équipes d'enseignement supérieur universitaire pour un contrôle de viabilité des facultés de médecine. Vous savez, les médecins, on ne les forme pas n'importe où. Les personnes qui doivent manipuler nos corps doivent être parmi les personnes les mieux formées. Et donc on ne peut pas former un médecin là où il n'y a pas de laboratoire, on ne peut pas former un médecin là où il n'y a pas de cliniques universitaires, puisqu'il n'en sera pas un. Donc il va commencer à faire les stages ou à manipuler les appareils en se servant des corps humains. Donc c'est pour cette raison-là que l'ordre des médecins avait retenu 16 facultés, parmi lesquelles, au Nord Kivu, nous avons eu la chance d'avoir 3. Donc on a 3 sur 16. Le Sud Kivu aussi a eu 3. Mais toutes les autres provinces du pays en ont eu donc 10. La ville de Kinshasa seulement 2. Mais nous avons aussi dressé la liste des établissements intermédiaires, c'est-à-dire des établissements qui pouvaient fournir des efforts pour que nous puissions réouvrir ces facultés-là. Nous leur avons donné des recommandations, notamment à ce qui concerne les laboratoires, à ce qui concerne aussi les cliniques universitaires et le nombre de professeurs permanents. Je vous dis, à ce stade, il y a seulement 3 qui ont réussi à remplir ces conditions-là, c'est compris l'Université catholique de Goma, l'Université catholique de Bujimaï et aussi l'Université Notre-Dame de Kananga. À ces 3-là, ils ont réuni les conditions. Nous avons envoyé une commission de contrôle qui comprenait les agents de mon ministère et ceux de l'ordre des médecins, et nous avons conclu que les matériels qu'ils ont achetés correspondaient également à ce que nous voulions. Nous les avons rétablis
dans les droits de pouvoir, dès l'année prochaine, reprendre les recrutements des étudiants en médecine. Je voudrais que les gens ne puissent pas avoir peur de le dire. On ne peut pas accepter de former des médecins dans des endroits inappropriés. C'est un danger pour nous tous. Et donc, si ce genre de décision, moi, je ne lésine pas. Je vais jusqu'au bout, puisque je sais que ce que j'ai fait, ça va faire du bien aux Congolais. Combien de gens meurent par des erreurs de médecins? Moi, je viens de perdre hier un ami qui a été très mal opéré par un médecin. Et puisqu'au Congo, les gens ne saisissent pas la justice, hein, après des morts, les gens ont pris ça à la normale. Moi, je crois qu'on doit bien former nos médecins et ça ne va pas s'arrêter là-bas. Avec le ministre de la Santé, nous avons pris la résolution de faire une réglementation particulière pour la formation des médecins et des infirmiers. Et on croit qu'en dehors de la formation, ils doivent recevoir des recyclages tous les 2 ans parce que la médecine évolue tous les jours. Voilà, c'est la question qui concerne les facultés de médecine. Donc, il n'y avait pas le minimum pour la formation des médecins. Et donc, j'en ai appelé aux étudiants qui étaient à l'IOR d'aller étudier à l'UCG. Ils ont posé des problèmes de frais. Effectivement, j'ai résolu ce problème, puisqu'à partir de cette année, à partir du mois de juillet, l'Université catholique du Graben a été prise en charge par l'État congolais. Et donc, j'espère qu'au début de l'année académique prochaine, ils vont devoir réduire sensiblement les frais pour permettre à tout le monde d'aller étudier la médecine là-bas. J'ai aussi renforcé les conditions pour être recruté à la faculté de médecine. Il faut notamment avoir été dans une option scientifique au niveau des humanités ou, si on n'est pas scientifique, avoir 70% aux examens d'État pour intégrer la faculté de médecine. Et je crois que ça va être scrupuleusement respecté. Vous avez posé aussi la question sur les contrôles de viabilité que nous avions effectués et les établissements que nous avions fermés. Vous dites que certains sont en train de fonctionner. En tout cas, s'il y en a qui fonctionnent, ils fonctionnent dans la clandestinité. Et puisque les ministres ne pouvaient pas avoir les yeux rivés partout, nous avons fait la réforme du fonctionnement de ce qu'on appelle des conférences provinciales. Nous avons renforcé le pouvoir des présidents des conférences. Par exemple, pour le Nord Kivu, c'est le recteur de l'université de Goma. Donc il revient à lui d'identifier les malfrats qui fonctionnent en contradiction avec les règlements de la République, de les fermer, et s'il y a des autorités récalcitrantes, de les arrêter. Voilà le travail qui va être fait, mais en tout cas, dans la grande partie des cas, ils ont fermé, ils ont respecté. Il y en a qui s'amendent, il faut le dire aussi, il y en a qui sont en train de s'amender, qui ont posé des questions au ministère. Vous avez fermé, qu'est-ce que vous nous avez reproché? On leur a donné des recommandations qu'ils sont en train de respecter. S'ils les respectent jusqu'au bout, ils vont réintroduire leur demande d'ouverture. Et s'ils sont dans les droits, je ne vois pas comment on va devoir refuser qu'ils organisent des enseignements. Mais on ne peut pas former quelqu'un là où on n'a pas d'auditoire, là où on n'a pas d'enseignants. On ne peut pas former quelqu'un dans des succursales. Ça, c'est interdit et donc cela doit être respecté. Je voudrais d'ailleurs demander aux parents, ne laissez pas votre enfant dans un établissement qui n'est pas viable. Il ne faut pas qu'à la fin, vous veniez encore réclamer que votre enfant n'a pas eu de diplôme. Hein? Voilà. Après de venir du tour, j'accorde la parole à Joël Cassier sur les 7 sur 7 dossiers. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je prends la parole donc au compte des médias. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, vous avez rencontré aujourd'hui des groupes Maï. Ce dialogue ne vient-il pas soutenir le propos tenu récemment sur Radio Okapi par le porte-parole de l'armée, le propos qui frise une théorie du complot, lui qui a qualifié la plupart des jeunes de Butembo d'être des miliciens. Et la seconde question, au vu de la sécurité qui sévit, de l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC, comme vous prônez surtout l'autoprise en charge, ne serait-il pas important d'intégrer la formation militaire des jeunes étudiants au sein du système LM2? Voilà donc les deux questions. Merci.
Merci beaucoup pour tes questions-là. C'est pertinent. Alors, on me parle des propos des porte-parole de l'armée. Je crois que je ne vais pas commenter les propos des porte-parole de l'armée, surtout que je ne les ai pas suivis moi-même. Mais s'il avait qualifié, je ne pense pas qu'il ait qualifié toute une population de Maïmaï. Je ne pense pas. Mais s'il l'a fait, c'est une faute grave. Alors, il a rencontré les Maïmaï, c'est corroboré ses propos, je ne pense pas. Les Maïmaï, c'était fait social aujourd'hui, en République démocratique du Congo. Il n'y a pas qu'à Butembo. Il y a des Maïmaï à Fizi, il y a des Maïmaï à Walikale, il y a des Maïmaï à Massissi, il y a des Maïmaï à Rutshuru, il y a des Maïmaï à Butembo, il y a des Maïmaï à Kabasha, il y a même des groupes Maïmaï qui sont cantonnés par l'armée à Kabasha ici, qui sont connus. Donc, qualifier quelqu'un de Maïmaï, c'est même pas une injure. Vous savez, à l'époque où nous, on a grandi, à l'époque de grandes rébellions ici, être Maïmaï, c'était le signe d'être un vrai patriote. Et donc, tous les gens qui ont servi comme Maïmaï à cette époque, c'était des vrais patriotes qui étaient respectés par nous tous. Raison pour laquelle, après le dialogue intercongolais, on les a intégrés dans les institutions de la République. Donc, je ne crois pas qu'en disant que quelqu'un est Maïmaï, dans les sens les plus propres du terme, que ce soit une injure. Ça peut même être... quelqu'un peut se réclamer Maïmaï pour dire qu'il est patriote. Ça n'engage que lui. Donc je ne vais pas commenter les propos de quelqu'un d'autre, mais je vais vous dire, j'ai rencontré des groupes, ce n'est pas la population. C'est des gens qui se sont identifiés comme tels. Puisque c'était fait réel. Aujourd'hui, une grande partie du territoire de Lubero, une grande partie du territoire de Beni est occupée par les Maïmaï. Donc on ne peut pas se voiler la face. Et moi je leur ai dit, pour l'instant, on a besoin des patriotes. On n'a pas besoin de bandits qui s'attaquent à l'armée. Et moi, je les ai vraiment conseillés de ne pas s'attaquer à l'armée. Si vraiment ils disent qu'ils défendent la population, ils ne doivent pas s'attaquer à l'armée. Ils doivent s'attaquer aux ennemis, les ennemis qui sont connus. Et c'est clair. Et moi, je leur ai dit, le seul chemin qui nous reste pour nous, de nous protéger, c'est l'État. Dans un État, on doit tout coordonner, on ne doit pas laisser la possibilité aux autres de le faire. S'ils veulent appuyer l'État, à ce moment-là, on peut parler et on va devoir trouver des mécanismes en tant que gouvernement, de constituer des groupes de formation, comme vous l'avez dit, la formation militaire pour les étudiants. Pour l'instant, il n'y a aucun texte qui oblige les étudiants à pouvoir faire une formation militaire, donc je ne peux pas appliquer des textes qui n'existent pas. Par contre, il y a une proposition de loi qui a été déposée au Parlement par l'honorable Mbaou pour un service militaire obligatoire. Et je crois que c'est peut-être l'occasion pour le Parlement de pouvoir le faire, mais ça nécessite des gros moyens et je crois que le gouvernement peut devoir chercher ce genre de moyens pour pouvoir le faire. Pour ce qui me concerne, les hautes écoles militaires, nous avons négocié pour qu'elles soient rattachées au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. Pour que même des civils, des gens qui ne sont pas formés pour devenir militaires, pour que même des civils accèdent à ces écoles militaires. C'est dans ce cadre-là que vous avez vu, par exemple, que les Tchest, maintenant, la haute école de stratégie militaire est en train de former des gens qui ne sont pas des militaires. Mais on les forme comment conduire les opérations parce que on devra quelque part avoir des réservistes. Il y en a qui m'ont parlé de cette histoire d'autodéfense comme si c'était un péché originel. Moi, j'ai dit, mais est-ce que vous lisez la loi? La loi de ce pays permet à quelqu'un qui veut s'autodéfendre d'être formé et d'acheter ce qu'on appelle le droit de port d'armes. C'est permis dans ce pays. Il y a des civils qui portent des armes, vous le savez, et qui payent ces armes au ministère de l'Intérieur, mais tout doit être contrôlé par l'État. Ce n'est pas dans l'anarchie ou dans le désordre. Donc tout est prévu et je crois qu'on va devoir explorer toutes ces pistes pour essayer de voir comment on peut maintenir la stabilité et la tranquillité. Mais j'insiste, c'est l'État qui doit tout organiser et non le contraire. Voilà. Nous accordons la parole à Delphine Sindane des Digital Congo. Merci pour l'accord de la parole.
Merci beaucoup. Je vais commencer par votre dernière question. C'est l'État qui va organiser la formation. Donc quand l'État organise une formation, vous savez, quand on fait une guerre, on doit mettre toutes les options sur la table. Je crois que vous avez suivi la guerre en Ukraine. Ils ont été envahis par la Russie. L'Ukraine s'est retrouvée en difficulté, l'armée ukrainienne. Ils ont fait appel au peuple. Ils ont dit, tout celui qui croit qu'il est capable de faire quelque chose, nous avons besoin de lui, qu'il vienne s'enregistrer auprès des services de l'armée pour appuyer les militaires. Et les gens l'ont fait. Les gens ont reçu des formations de 3 jours, d'une semaine ou de 2 semaines, et ils ont été engagés par l'État au niveau du front. Ce n'est pas la faiblesse de l'État lorsque l'État fait recours à la population, parce que c'est prévu par notre Constitution. L'article 63 de notre Constitution dit clairement que tout Congolais a le devoir. Ça veut dire que lorsqu'on proclame l'état de guerre, vous n'aurez même pas le choix. Ça veut dire que l'État va vous réquisitionner en tant que Congolais pour prendre une arme et défendre l'intégrité de votre territoire. Ce n'est pas une faillite de l'État, mais c'est des mécanismes que la Constitution elle-même a prévus pour que tous les Congolais se sentent responsables de la protection de leur État. Alors vous avez dit aussi, au lieu de fermer les établissements, les facultés de médecine des établissements publics, qu'est-ce que vous avez fait pour les viabiliser? Il faut que vous compreniez une chose. Il n'est pas dit que les établissements privés ne sont pas contrôlés par l'État. Est-ce que vous me suivez? C'est moi le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, je suis le ministre et des établissements privés et des établissements publics, puisque tous donnent la formation universitaire à nos enfants. Donc, il n'est pas dit que puisqu'il y a un établissement public qui ne remplit pas les conditions, on doit ne pas orienter les enfants vers un établissement privé qui remplit les conditions. Vous avez vu que j'ai organisé la prise en charge d'établissements privés, puisque la loi me le permet. Et lorsqu'un établissement privé, l'État trouve qu'il doit devenir public, ça ne demandera pas beaucoup de temps. Vous savez que l'université de Kinshasa, c'était un établissement privé, mais qui est devenu un établissement public. L'université de Lubumbashi, c'était la seule université de l'État qui existait à cette époque. Même l'université de Kisangani, c'était une université protestante que l'État a récupérée pour en faire une université de l'État. Donc ne vous en faites pas, il n'y a pas d'université privée ou publique ici. Tous forment des Congolais qui vont travailler pour la République demain. Donc ne vous en faites pas, ce n'est pas une question de minimiser les établissements publics. On essaie de faire des efforts pour le faire, mais lorsque même les établissements publics ne sont pas capables d'assurer la formation telle que nous le souhaitons, nous avons le droit de fermer. C'est dans nos prérogatives. Alors vous parlez de la construction du bâtiment de l'IOR. J'étais allé poser la première pierre à la demande de la rectrice de l'IOR, puisque cette construction dépendra effectivement, est financée par les frais de construction payés par les étudiants. Et l'université elle-même avait déjà précisé que cette construction prendra beaucoup de temps et sera construite au fur et à mesure qu'ils ont des entrées au niveau des frais de construction. Ils ont certainement formulé une demande au ministère des tutelles d'avoir une subvention pour les formations. Nous avons fait la demande au gouvernement. Si la demande est répondue, on pourra donc donner de l'argent pour les appuyer. Mais cette construction est financée par les frais de construction payés par les étudiants de l'IOR. Alors, vous parlez du système LMD, vous dites où en êtes-vous? Je voudrais dire aux Congolais qui me suivent que lorsque nous avons pris ce ministère, nous avons pris l'engagement de changer notre système d'enseignement supérieur universitaire. Pour des raisons très précises. Notre système d'enseignement tel qu'il était fait hier, c'était un système très généraliste, très long, un système qui n'est pas lisible, un système qui n'est pas basé sur la formation de personnes pour qu'ils acquièrent des compétences précises. Parce que ce système qui avait été instauré par les Belges, et à cette époque, la République avait besoin très rapidement des gens qui devaient
qui devait tout faire dans les administrations. Alors, tous les autres pays du monde ont changé de système. D'abord pour les raccourcir, c'est-à-dire avoir un bachelor ou bien une licence de 3 ans. Nous sommes restés, nous, peut-être les seuls dans cet univers avec une licence de 5 ans, ce qui fait que quand nos enfants quittent ici pour poursuivre les études à l'extérieur, alors qu'ils ont fait 5 ans, on leur demande de reprendre les masters. Alors, donc, la loi avait déjà prévu, à partir de 2014, que le système congolais devait changer, basculer dans les LMD. Le LMD qui est un système simple, qui est basé sur des concepts très simples, si je dois expliquer à la population qui me suit, c'est-à-dire qu'on ne forme pas les gens par objectif, puisqu'ils doivent avoir un diplôme, mais on forme les gens par compétence. On se pose la question, quelqu'un va à l'IEC, il va étudier la comptabilité. On se dit, quel métier doit-il exercer? On dit, il doit être comptable dans un magasin. Pour être comptable dans une société, on a besoin de combien de temps, par exemple? Pour être comptable dans une société, on a besoin de combien d'unités d'enseignement? Pour être comptable dans une société, on a besoin de combien d'états de stage? Et donc, le système LMD vous permet de former les gens, pas pour avoir des diplômes, mais pour avoir des compétences qui vont les aider à exercer des métiers. Et c'est ça, c'est un concept très simple. On ne peut plus continuer à former les gens qui vont être des chômeurs. On doit se focaliser sur la formation des gens qui vont exercer des métiers très précis. Et c'est ce que le LMD vient nous enseigner. Donc, nous l'avons fait. Nous avons fait tous les parcours. Nous avons fait les états généraux à Lubumbashi. Tout le monde a accepté la généralisation du LMD. Nous avons élaboré des maquettes de formation. Et le système a commencé à démarrer. Pour l'instant, dans tous les pays, le système a déjà démarré au niveau des classes de recrutement. Et donc, il va aller progressivement. Et après 5 ans, on va avoir un LMD stabilisé. Et je voudrais vous dire que tout ne va pas être rose dès la première année. Donc, il y aura des ratés. Et nous savons qu'il y aura des ratés. Il y aura des incompréhensions. Et nous savons qu'il y aura des incompréhensions. Il y aura de la résistance. Et nous savons qu'il y aura de la résistance. Mais l'essentiel pour nous, c'est que nous ne devons pas rester au même endroit. On ne doit pas rester avec le système de formation post-coloniale. On doit évoluer parce que les emplois de demain exigent que nous puissions avoir une formation moderne. Et donc nous avons apporté la modernité. Aujourd'hui, notre programme est lisible. Même à l'extérieur, les enfants qui vont terminer ici vont intégrer très rapidement les écoles de formation à l'extérieur. Voilà l'avantage que nous avons l'application des CLMD. Nous savons qu'il y en a qui hésitent encore, qui disent non, la RDC n'est pas capable, elle n'a pas les moyens. Moi, je voudrais vous dire que nous avons plus de moyens que le Cameroun, nous avons plus de moyens que la Centrafrique, nous avons plus de moyens que le Bénin, nous avons plus de moyens que le Togo, mais ils ont fait le LMD, ça fait 10 ans. Avec leur pauvreté, ils ont fait un LMD qui est aussi adapté à leur propre pauvreté. C'est comme ça que nous avons dit, c'était LMD contextualisé. Nous avons voulu faire un LMD congolais. Et nous avons élaboré nos maquettes en tenant compte des réalités de la République démocratique du Congo. Et puis les gens disent, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas assez d'enseignants, on n'a pas beaucoup d'argent. Puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas bien former les gens. Et je pose toujours la question, et l'acier système, on n'avait pas besoin de laboratoires. Même pour l'acier système, on avait besoin de laboratoires. Donc on ne peut pas se couvrir par ce manque de laboratoires pour justifier le fait que nous devons rester stationnaires. Donc je crois que cette question-là, elle est déjà dépassée parce que nous avons déjà un nouveau programme, nous avons un nouveau système qui fonctionne déjà. Et demain, les gens vont voir les fruits de ce système, puisque maintenant, on doit produire des licenciés après 3 ans qui sont immédiatement mis à service ou qui sont immédiatement employés parce qu'ils auront acquis des compétences
des compétences spécifiques sur des matières. Les LMD, vous n'aurez plus 25 cours. Vous étudiez la communication, on vous donne des cours de sida, on vous donne des cours de ceci, de cela. Tout ça, c'est pour vous embrouiller la tête. Vous êtes venu étudier les bâtiments, on vous concentre sur les bâtiments. Et c'est de cette manière-là qu'on n'aura pas des immeubles qui vont s'écrouler.